Bonjour à toi Louis, bienvenue. Merci de m'accueillir ici. Je suis ravi de te recevoir. On est ici chez Papé, le club où j'enseigne à Avignon, et j'ai la chance de rencontrer Louis Marcel aujourd'hui, qui est coach à Dubaï. Il va nous parler un petit peu de son parcours et qu'on puisse en tirer quelques enseignements, voir qu'est-ce qui est intéressant pour les joueurs et puis pour ceux qui veulent devenir coach. Il y a sûrement des petites pépites et des choses à voir. Donc sans plus tarder, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton histoire, de ton background un peu en rapide, et puis le moment où tu décides de devenir coach et aussi de partir à Dubaï. Ok, alors du coup, moi c'est Louis Marcel, comme il l'a dit Jérém. J'ai fait mes études en Belgique en tant que kiné, 5, 6, 7 ans. Il y a le Covid qui est passé par là. Okay. Pendant ce Covid-là, je me suis rendu compte qu'il y avait l'argent qui se faisait sur Internet, des trucs comme ça. C'est là où j'ai commencé directement à m'introduire au niveau du coaching sportif, formé par un des plus grands ici en France, Nassim Saïli. Ouais. Et c'est là où j'ai découvert vraiment un autre monde que moi je connaissais pas forcément, vu que je viens d'un milieu un peu plus médecine. Okay. Donc là, on est en quelle année? Tu fais tes études en Belgique 2015. De 2015 à 2020 du coup 2022. Je suis diplômé en 2022. Tu es diplômé en 2022, tu sors de là avec un diplôme de kiné en poche. Et un coaching sportif. Et un diplôme de coach sportif. Ouais, avec Nassim Saïli. D'accord, ok. L'un des plus gros youtubeurs en France dans le coaching. Dans le coaching, d'accord. Et avec toi, l'ambition là, à ce moment, à cet instant T, c'est de faire quoi? Je sais que je vais pas faire kiné toute ma vie. D'accord. C'est quelque chose où, je suis très actif, et rester dans un cabinet, ça... T'as peur de cette routine-là, d'être enfermé? Ouais. Ok, très bien. J'étais community manager pour des gros influenceurs à Dubaï, et c'est un qui m'a permis de passer à Dubaï après. Et de là, après, je me suis rendu compte que ça marchait, mais ça vivotait un peu. J'en ai parlé longuement avec ma mère récemment, et elle me disait que pendant ces années-là, je me cherchais un peu. Je savais pas vraiment ce que je voulais, mais je savais que ce que je voulais pas. Oui. Et donc c'est déjà bien d'arriver à mettre le nom sur ça, j'en veux pas, je préfère autre chose. Même si j'ai eu mes études de kiné, ça m'a plu, etc. Mon diplôme, à la fin, je me suis dit ok, mais quand j'ai été diplômé, je me suis dit j'ai ça en backup, et je me dis ok, tout et tout. T'as passé 5 ans, etc. Ouais. J'ai pas passé 5 ans, j'ai passé 7 ans. 7 ans, parce oui, que j'ai redoublé en deuxième année, puis il y a eu le Covid qui est passé par là. De là, je me suis dit ok, j'adore ce que je fais, j'adore le contact humain, rendre service et faire plaisir aux gens. Le côté coaching. Juste après le Covid, j'ai essayé le paddle, et c'est là où un peu ça a switché. J'étais coach de tennis en même temps à ce moment-là. D'accord. Donc en gros, il faut savoir que pendant mes études, j'ai cumulé jusqu'à 6-7 jobs étudiants. Okay. Donc j'ai travaillé pour un hôtel de luxe en tant que coach sportif, travaillé pour la fac, donné des cours de renforcement musculaire, etc. J'étais maître nageur, donc je surveillais la piscine où j'étais en Belgique, et en même temps je m'occuperais de la préparation physique de ces nageurs-là. Donc en fait j'avais une double vision, et ça j'adorais parce que j'avais ce sentiment d'avoir vraiment... Il y a quand même un point commun, c'est qu'à chaque fois c'est dans le sport, dans le sportif et dans l'accompagnement des personnes. Et là tu tombes sur le paddle. Là je tombe sur le paddle en 2020, ok. Juste après le confinement, c'est quand? Oui, 2020. C'est 2021, exact. 2020, on me propose une partie, et ça va, mais continue à faire le tennis, etc. Et je vois qu'on commence à avoir vraiment beaucoup de monde autour de moi qui s'y mettent. Ils sont passés de coach de tennis à coach de paddle. Et c'est des personnes qui ont monté des grosses académies en Belgique, qui pour une personne qui fait quelquefois des premiers paddles, des trucs comme ça. Et à partir de là, je me dis ok, c'est vraiment bizarre cet engouement, etc. Et je m'intéresse un peu plus, mais à cette époque, je savais même pas les classements. Enfin, j'y allais vraiment en tant que touriste. À la fin de mes études, que je m'intéresse un peu plus, mais ça doit faire quasiment 1 an que je m'intéresse vraiment à ça, et que c'est ma vie, je te l'ai dit. Mais on vit paddle, on dort paddle, et on mange paddle, quoi. Et donc je fais beaucoup de tournois, je fais les matchs par équipe, etc. On devient champion de Belgique dans notre catégorie avec mes amis du club, etc. Et je commence à vraiment avoir un attrait pour ça. Je commence à passer mon diplôme de coach de paddle. La deuxième année de mon master complémentaire, je fais un virage à 360, et toute ma famille n'a pas su pourquoi, enfin, a du mal à comprendre. Je passe de janvier, en tant que je passe mes derniers examens de master complémentaire en musculo-squelettique en kiné, à fin février à Dubaï, en train de coacher ça a été très vite. des influenceurs, infopreneurs, etc. Dans le milieu. À quel moment tu switches et tu te dis il faut que j'y aille? Tu me parlais tout à l'heure d'une personne qui était là-bas, qui a compté pour toi. Comment se passe cette transition, et à quel moment tu te dis j'y vais? Parce que tout le monde a des rêves, tout le monde a des idées, mais à quel moment toi tu te dis ok, je vais arrêter d'avoir ça en idée et je vais le faire? Savoir que pendant
ça fait maintenant 4-5 ans que je suis suivi par des mentors dans le business en ligne. Donc au début j'avais une chaîne, un compte Insta kiné où je travaillais avec, j'étais en étroite collaboration avec les plus grands de maintenant, donc Major, tout ça, etc., etc. Et à un moment en fait j'intègre une académie qui permet justement de faire du community management. Et à partir de là en fait le fondateur me voit un peu mais pas trop à ce moment-là. Et petit à petit moi j'avais en tête de m'occuper de son compte dès le départ. Comment t'en viens à t'occuper? Pour toi c'est normal, 4-5 mois après je m'occupe de son compte, mais comment ça se passe en fait? Tu fais tes preuves, il y a un truc, il y a un déclic, il y a un moment, il y a un rendez-vous, qu'est-ce que... on avait un Discord à ce moment-là et j'étais le motivateur de ces 500 personnes. En gros sur tous les jours, soit une expérience, soit une ouverture d'esprit que j'avais eue, soit quelque chose. Et on m'a dit ouais Louis, il faut vraiment que tu focuses sur un truc, et je savais pas quoi. Et c'est un de mes mentors qui m'a dit ok Louis, je te donne une semaine pour choisir ton business où tu vas te focus à 100%. Et c'est après que ça a explosé parce que les gens en fait me reconnaissaient plus pour une chose en spécifique. Et c'est là où en fait j'ai rencontré du coup le fondateur avec qui j'étais maintenant très proche à ce moment-là. Vu que je m'occupais de ses réseaux, j'avais une connexion un peu particulière avec lui. Et il organisait en début janvier un événement à Paris où j'y suis allé, et c'est là où il m'a dit ok Louis, je vois que tu es dans le paddle et tout, vas-y, tu sais quoi, j'ai envie de te proposer de venir à Dubaï. Et j'avais fait un truc de dingue, c'est que en gros je lui avais dit ok c'est simple, je prends pas mon billet dans la semaine, je te donne 500 balles, tu vois. Et ça c'est en fait le pouvoir de l'engagement qui m'a fait faire, et en fait ça m'a fait prendre les billets et je suis parti comme ça du jour au lendemain, et après il s'est passé ce qui s'est passé. T'es parti alors à la semaines, base je suis parti, je devais partir une semaine et demie juste pour voir comment ça se passait. Puis pour du deuxième jour j'ai eu 3 clients, et puis après 4, 5, 6, 7. Ça s'enchaîne très vite en fait. Très vite, dès que tu es arrivé, ton contact sur place t'a ouvert un peu à son réseau aussi. En fait j'ai joué avec lui et il se faisait moquer par tous ses camarades et tout, c'est pour ça qu'il m'avait fait venir aussi de base. Excellent. Et avec lui j'ai gagné le tournoi. Okay. Et donc du coup à partir de là, c'est qui lui et tout machin et tout, et il est coach et tout. Donc après voilà. Puis après ça s'est développé. Il y a un truc qui ressort en tout cas de chaque expérience que tu as eue, que ce soit dans le parler du Covid tout à l'heure, que ce soit dans la kiné, que ce soit, il y a un truc qui ressort et que je pense est intéressant pour ceux qui regardent la vidéo aussi, c'est par rapport à la génération de maintenant qui est vraiment dans l'attente de d'abord avoir quelque chose pour aller faire. Toi tu as eu la démarche inverse. Moi en fait je vais donner aussi bien à la communauté dans le Discord, tous les jours je vais partager des choses inspirantes, des choses motivantes, et puis finalement c'est en donnant qu'on voit que tu es quelqu'un qui en veut vraiment, et puis quelqu'un qui se dépasse sans forcément, justement ça c'est une preuve de quelque chose. Si tu fais l'effort toi, si tu es dans le bon état d'esprit d'avancer, il n'y a que du positif. Tu sais, on parle du karma, c'est un peu un mot fourre-tout, mais quand tu vas faire des choses bien, les choses bonnes vont t'arriver à toi. On parlait de l'entourage tout à l'heure, je suis 100% d'accord avec toi. Dis-toi, pour rebondir à ça, j'ai même fait un choix drastique à un moment pendant mes études, c'est que j'ai coupé tous mes liens sociaux qui étaient réels, entourés que de personnes qui m'inspiraient. Moi, j'ai eu un énorme déclic en 2021 où j'ai perdu mon grand-père pendant mes études. Et en fait, de base, moi, je voulais faire mes études parce que j'aimais ça, mais aussi pour faire plaisir à mon papy. C'est une personne qui m'a apporté énormément sur... j'ai eu un background de semi-pro tennis quand j'étais tout petit. Il m'a toujours accompagné dans mes sorties, dans mes tournois. Enfin, je pouvais faire entre 16 et 17 matchs en 2 semaines sur l'été. Enfin, c'était vraiment costaud. Et en fait, à partir du moment où il est décédé, je me suis rendu compte de 2 choses. Je me suis rendu compte que je voulais qu'il a pu laisser sur cette terre soit celle que je vais transmettre. Et ça a été quelque chose qui m'a tenu sur les périodes vraiment difficiles. Mais quand je parle de vraiment difficile, c'est parce que en fait, je me suis raccroché à ça. Et on dit souvent que le pourquoi est important et que peut-être des fois c'est un peu le dev perso qui veut ça, etc. Mais pour moi, il l'a été parce que quand je me suis rendu compte de la chance déjà d'être ici, d'avoir eu une personne comme ça à mes côtés, de m'avoir inculqué des vraies valeurs, devient de plus en plus rare. C'est quelque chose qui m'a tenu au plus profond de moi. J'arrive à Dubaï, je sais que je vais en prendre plein les yeux, mais je veux rester terre à terre et l'objectif, c'est vraiment de lui rendre hommage. 3 mots qui reviennent sans cesse, c'est travail, respect et éthique. Comment tu arrives à les mettre en forme? Comment tu arrives à comprendre bien? C'est les valeurs que tu avais avec ton grand-père qui t'a transmises en étant avec toi sur les tournois
tournoi, en te montrant qu'il fallait toujours en faire plus, en montrant qu'il fallait être respectueux des autres, etc. Et dans ta manière de coacher, est-ce que tu peux nous partager peut-être une ou deux choses qui vont faire que tu vas les mettre en action, que tu vas les mettre en pratique? Comment les gens ils vont arriver à ressentir? Parce que c'est souvent compliqué pour les gens de percevoir ces choses-là pour soi, mais comment t'arrives-toi à les articuler? En gros, il n'y a aucun traitement de faveur. Tout le monde est logé à la même enseigne. Que ce soit 9h ou 15h du matin, la personne recevra le même coaching. Okay. Et que pour moi, ta fatigue, tes problèmes personnels, etc. ne doivent pas affecter ton coaching. Et que tu peux, par exemple, on va dire, moi j'aime bien donner en premier. Oui. Par exemple, que ce soit, j'en ai parlé avec une personne qui veut s'installer à Dubaï en tant que coach de tennis. Mais au début, c'était du gratuit pendant 3 semaines. Donc je gagnais rien et puis je payais le terrain en plus. Ouais. Je veux montrer à la personne qu'elle a rien à perdre pour après la fidéliser derrière parce qu'elle sait que déjà par mon background en tant que kiné, coach sportif et coach de paddle, et puis ça me permet d'avoir une globalité sur la personne qui est en face de moi. Et la deuxième, c'est vraiment ce qu'on nous a appris en tant que kiné. C'est pour ça qu'aussi, ça, mine de rien, ça m'a apporté, je ne vais pas cracher dessus, mais c'est l'écoute active. Donc, en gros, c'est vraiment comprendre que des fois, ton client, il n'est pas forcément de bonne humeur, etc. Et que du coup, c'est pas forcément de ta faute et tu dois pas le prendre personnellement. Mais que c'est plus quelque chose que... Moi, j'adore, par exemple, quand on ramasse les balles. C'est tout bête, mais savoir un peu ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle a fait ce week-end, ce qu'elle a prévu de faire aujourd'hui, dans la semaine, etc. Pour que, en fait, ça me permet de créer un lien très rapide. On reprend le cours d'après. Je puisse dire alors comment ça s'est passé ça, etc. Et que la personne, elle se dise, oh putain, lui, commence à me considérer et que c'est pas quelqu'un qui veut juste mon argent et juste me frapper quelques balles. Enfin, me faire frapper quelques balles. Et c'est le cas malheureusement de pas mal de coachs, mine de rien, qui veulent pas créer le lien, soit parce qu'ils sont pas éduqués pour, ou que c'est peut-être pas leur personnalité aussi. C'est ça. Donc je pense que j'ai de la chance aussi d'avoir ce lien social très facile, que ce soit n'importe qui, du fait que d'avoir travaillé avec des personnes âgées ou des trucs comme ça, ou même avoir travaillé aussi avec des célébrités assez jeunes, parce que je l'ai pas dit, mais l'été aussi je faisais un job qui m'a permis de travailler en tant que maître nageur au Nikki Beach à Saint-Tropez. D'accord, oui, donc t'as côtoyé un peu de j'ai côtoyé un peu ça, mais j'étais à ce moment-là, j'étais pas apte à avoir les relations que j'ai maintenant, parce que j'avais pas cette audace que j'ai aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, je rencontre une personne, je vais lui parler. Oui. Je vais lui parler toujours dans le respect, tu vois. Mais par exemple, si elle est occupée, je vais pas lui parler, mais t'as des anecdotes un peu comme ça à Dubaï de personnes que t'as été voir un peu comme ça à l'audace, au talent, ou que t'as réussi à créer l'opportunité de? Et comment ça s'est passé surtout? Parce que c'est vrai qu'on met souvent les célébrités, les personnes un peu sur un piédestal et en fait c'est des gens comme tout le monde, ils vont... Ouais, j'ai une personne en particulier, un coach sportif anglais qui a 700, 800 000 abonnés sur Insta. Je l'ai rencontré en boîte et puis on a passé toute la soirée ensemble à boire, etc. Faut savoir que moi, en fait, ma stratégie à Dubaï, c'était d'avoir le plus de contacts pour avoir, sur ces contacts-là, il y a forcément des personnes qui vont être intéressées et d'autres non. Et donc, du coup, tous les soirs, 2-3 soirs, ça dépendait, je sortais en boîte. Un peu d'alcool, mais je payais jamais rien parce que c'était en général des contacts. Et je prenais entre 20 et 30 contacts par soir. Et donc du coup en gros tous les 2-3 soirs j'avais 30, 60, 90, 120. Et donc ça m'a permis aussi il y a des personnes qui vont te dire oui mais qui vont pas suivre derrière. Et il y a des personnes qui vont te dire oui et qui vont venir. Et moi en fait derrière ça m'a permis d'apporter un avis supplémentaire. Ça m'a permis d'avoir une story supplémentaire et d'avoir donc du coup une trust supplémentaire par les personnes qui me regardaient sur les réseaux, etc. Ok, donc ça c'était ta stratégie. On parle de ça quand t'es arrivé au tout début, sur la semaine et demie que t'as fait ou sur la... en fait je suis pas resté une semaine, je suis resté presque 3 semaines et demie. Je devais absolument partir parce que j'ai un ami à moi qui est un peu mon manager en Europe qui m'avait organisé
un événement en Tunisie avec le numéro 1 et le numéro 2. Ok. Donc j'ai joué au paddle avec le numéro 1 et le numéro 2. Et donc bah c'était une deadline pour moi. Il fallait rentrer. Mais si j'avais pas cette deadline, je pense que je serais resté. Tu serais encore resté. Le quotidien à Dubaï, c'est quoi aujourd'hui, maintenant que t'es parti, t'as fait cette expérience-là pendant 3 semaines, t'es retourné et puis tu me disais aussi en off que à un moment vous avez eu le déclic avec ta chérie, que vous êtes dit bon non là faut y aller et on parle de c'était octobre 2024, ouais. Je me trompe pas. Alors le quotidien de Dubaï, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est loin de ce qu'on s'imagine. Pour moi, c'était avant l'été dernier. C'était bien différent de ce que j'ai eu après l'été dernier. Ce qui a changé, c'est les heures. Je faisais beaucoup plus d'heures. Avant, je dormais beaucoup moins. Ok. C'était, enfin, c'est pas du tout à faire. Hein. Ouais. Mais t'étais en mission. Mais c'était dans ta mission. Faut que je développe. C'est exactement ça. Je dormais dans des auberges de jeunesse. Donc j'ai quasiment fait, je pense, j'ai une bonne 10-15 auberges de jeunesse. Okay. Entre les biens, les moins bien, j'ai fait des trucs avec des Indiens. Enfin, il y a zéro respect à l'intérieur. Enfin, c'est du savoir-faire. Eux, pas forcément. Ça allume des lumières à 3-4 heures du matin. On était 8 dans la chambre. Enfin. Ouais, compliqué. Donc le quotidien avant c'était coaching entre 6 et 13. Donc tes premiers coachings étaient de 6 à 7. Ouais. Waouh, ok. En gros, les entrepreneurs que j'avais adoraient commencer leur journée par le paddle, les infopreneurs, pour après avoir toute leur journée libre. Okay. Donc j'avais en général, c'était le créneau qui était le plus demandé. Donc par exemple, j'avais 4 entrepreneurs qui voulaient exactement ce créneau-là, qui savaient qu'après ils pouvaient que démarrer leur journée et qu'ils n'avaient plus à revenir sur site pour s'entraîner. T'étais dans plusieurs clubs à ce moment-là où t'avais réussi à... Comment s'est passée l'organisation pour être au sein d'un seul club? Je suis allé voir quelques clubs, j'ai demandé si c'était possible de coacher en freelance. Oui. Et à partir de là, on m'a accepté, etc. Ça s'est fait, tu payes un droit de terrain. Ouais, on a optimisé petit à petit avec ma chérie par après, mais au début c'était ça. Puis j'avais pas de voiture, donc c'était taxi. Donc j'ai essayé moi de limiter les allers-retours à chaque fois, mais en général c'était 6h 13h. Après je rentrais, je faisais une petite sieste, j'essayais de bosser sur mes offres et tout qui n'étaient pas forcément ce qu'elles sont aujourd'hui. Toujours autour du paddle, là il y avait plus qu'un seul objectif. Ouais. Okay. Et après le soir, soit j'avais un petit événement de réseautage ou quoi que ce soit, soit après derrière je sortais. Mais quand je sortais c'était jusqu'à la fermeture, donc c'était 5h30, 6h. D'accord. Et là, à chaque fois, l'objectif de sortir, c'était pas forcément de faire la fête comme un malade. Non. C'était d'y aller, de faire du contact, de faire du réseau pour développer, pour augmenter, pour avancer vers cet objectif. J'ai fait beaucoup d'événements où ça m'a permis de rencontrer des personnes parce que j'en avais besoin et ça, moi, qui me fallait. Et tu as été identifié comme Monsieur Paddle, Monsieur Coach Sportif, Monsieur Marcel. Ok. Et le nom Monsieur Marcel vient surtout pour rendre hommage à mon papa. Excellent. Pas parce que je m'appelle Monsieur. Mais excellent, félicitations mec. Ça c'était la première partie, un peu la partie la plus, pas dire la plus dure, parce que chaque évolution a son degré de difficulté, mais cette partie où tu as vraiment grindé et que tu dormais pas forcément dans les meilleures conditions, ça a été quoi et pourquoi tu es passé à cette étape d'après? L'étape d'après, ça a été de revenir. En gros, je suis parti, mes clients faisaient un peu la gueule, mais je leur avais dit que c'était quelques semaines au plus, un mois max. Okay. Donc là, retour en France pendant un mois. Retour en Belgique. Pendant un mois. Pendant 6 heures. Okay. Avion pour Tunisie. Ouais. Tunisie pendant 3 jours, retour en Belgique et après du coup 2 semaines pour expliquer à mon employeur que j'ai une opportunité et que voilà je peux pas refuser. Ouais. Entre ces 3 semaines et demie de coaching, donc je passe de 2 clients, enfin de 0 à presque 40 que j'ai coachés, pas forcément en récurrent, mais des personnes. T'as eu 40 nouveaux clients de tout horizon en 3 semaines, c'est énorme. Donc ça, et après je reviens donc j'essaye de programmer mon retour à Dubaï avec un peu plus de structuration. Je regarde avec mes mentors comment on peut structurer ça, etc. pour que je puisse un peu gagner ma vie, etc. Parce qu'à ce moment-là, je gagne pas forcément. Et puis après, et là, c'est encore plus hard parce que t'as beaucoup de demandes. Je fais ça au lieu de faire ça pendant 2, je fais ça pendant 2 mois. Et pareil, pendant 2 mois, t'envoies. Là, tu commences à être payé, j'imagine. Ouais, un tout petit peu. Ok. Donc, en gros, pour donner un ordre d'idée, au départ, je fais du gratuit. Après, une fois que je commence à avoir une crédibilité autour des 30 clients, peut-être une fois, mais juste une fois, je passe à cours gratuit, mais c'est eux qui payent le terrain.
D'accord. De là, je reviens à Dubaï, c'est cours à, je crois que c'était 60% du prix que j'avais établi, ou même je crois que c'était premier cours gratuit et après c'était 20 euros de l'heure ou quelque chose comme ça. Quelque chose de dérisoire. Donc quelque chose de dérisoire parce que ça me couvrait même pas mon taxi, ça couvrait même pas mon logement. D'accord. Donc, mais tu avais voilà. pris ce choix-là de continuer à faire des cours. Oui. Ouais, bien sûr. Parce que depuis le départ, j'ai la vision de ce que je veux faire. Et puis quand j'ai quitté Dubaï, j'avais une vision de créer un club ou un truc comme ça à l'effigie de mon papy. Ouais. Et les gens me prenaient un peu pour un fou et tout. Mais j'avais déjà cette vision-là. Et après, du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à un peu augmenter mes tarifs pour les nouveaux clients que j'avais eu. Et puis j'ai accumulé les avis, j'ai accumulé les stories, j'ai accumulé des personnes un peu plus connues. Du coup, ça m'a apporté un peu plus d'impact. Qui t'as eu comme personne connue qu'on pourrait connaître nous? J'ai eu Antoine Blanco en cours. Ok. Qui est un entrepreneur à succès sur Internet. Ok. Qui a été très sympa d'ailleurs pendant ce cours-là et qui m'a donné beaucoup de conseils intéressants. Du coup, j'ai eu après j'ai eu le frère de Karim Benzema et après j'ai eu d'autres un peu de connus. Pas mal de footballeurs ou de coachs. Après pour ceux qui veulent voir, je pense qu'il y en a que je peux pas forcément dire, mais si il y en a qui veulent voir, vous allez voir sur le compte toutes les stories y sont. Ok. Mais donc le compte c'est Monsieur Marcel. Monsieur Marcel. Ok. Sur Insta. Monsieur Marcel. Donc voilà, je pense qu'il y en a plein. Et après, j'en étais où Après, donc t'es sur place et ta vision, tu me disais que c'était voilà, toi tu voulais au début faire du gratuit, ensuite faire payer le terrain et ensuite passer petit à petit donc, du pour coup, la finalité. En gros, ce que je fais, c'est que je veux faire payer les gens, mais je suis pas trop à l'aise à ça parce que je me sens pas forcément crédible. J'ai reçu pas mal de critiques par certaines personnes et tout. Et puis en fait, pourquoi tu te sens pas crédible? Parce que tu as ton diplôme, tu sais faire. Parce que je viens d'arriver, parce que. Ah, ok, donc pas tant sur la compétence en coaching, mais plus sur je suis un newbie ici, je suis un nouveau, il faut que je fasse ma place, il faut que je me fasse petit et que. Pour moi, il me fallait encore me faire violence ou encore me faire du mal pour me sentir un peu plus légitime. Passer par cette valeur de travail dont tu parlais déjà tout à l'heure. Ok. Et après aussi j'ai toujours eu un rapport avec l'argent un peu compliqué dû à mon éducation, etc. Ou même un peu ma famille qui était là, oui, pour faire ça, il faut de l'argent, etc. Ouais. Donc c'était ancré en moi. Et donc j'osais pas forcément demander de l'argent en retour de mes compétences que je savais qui étaient vraiment... donc c'était à peu près ça. Et après, j'ai travaillé sur ça. J'ai vu une personne en France qui est spécialisée tout ce qui est ancrage psychologique, etc. Je travaille énormément sur moi et puis après petit à petit le chemin se fait quoi. Qu'est-ce qui pour toi, tu disais que tu avais par contre de la légitimité en tant que coach, que tu as donc ce côté coach sportif, ce côté coach de paddle. Qu'est-ce qui va définir un bon coach? Tu nous as mis sur la piste un peu tout à l'heure, tu parlais de voilà, faut être empathique, faut avoir l'envie de donner à l'autre, faut avoir l'envie de faire en sorte que la personne elle passe un bon moment. Moi je me répète toujours 3 choses, je veux que la personne elle apprenne. Je veux que la personne elle transpire et puis je veux qu'elle passe un bon moment et qu'elle sorte de là, elle soit et lessivée et contente d'avoir passé un moment de sport. Qu'est-ce qui toi vont être un peu les trucs qui te font, qui font ta marque, qui font ta patte aussi à toi et que tu peux partager un peu par rapport à ça? La première chose, et en fait je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut demander, c'est en fait savoir comment le client s'est senti pendant l'heure. C'est son feedback tout simplement. Parce qu'on peut être peut-être biaisé par son propre jugement, en disant ouais peut-être qu'on est bon, etc. Mais quand on demande, moi en fait j'ai eu aucunement de mal à demander des avis. Je leur ai dit ok si ça va pas, vous me le dites, si ça va. Quand tu dis demander des avis, c'est à la fin de la session, tu leur dis comment ça s'est passé. Tu veux du retour. À chaque fois que j'avais un coaching, je prenais avec le client, aller boire un coup, etc. Ou juste discuter avec lui, prendre du temps pour lui et dire ok, si tu devais améliorer quelque chose, ça serait quoi? Si tu devais améliorer une chose, ça serait quoi? Pourquoi? Toi qui as pris d'autres coachings ailleurs, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que tu retrouves peut-être chez l'un mais pas chez moi?
pourquoi et est-ce que tu me dirais de l'intégrer ou pas, tu vois. Excellent. Et donc du coup en gros avec ce feedback là ça m'a permis en fait d'à chaque fois noter des petits trucs Du bout à bout. et quand tu as 40, 80, 100, 150, 200, 250 même plus, tu dis ok là je me dirais quelque chose. Tu testes, ok ça marche, ok. Est-ce que ça marche à l'unanimité ou ça marche pour une personne? Parce que toute personne est une personnalité aussi. Et donc là tu te dis ok là je suis dans le bon. La personne me fait un feedback monstrueux, j'ai quasiment rien à me reprocher, tu vois. Et après au bout de, on va dire, au début c'était un peu délicat, mais je leur ai dit, je le prendrais pas personnellement. Et puis moi ils savaient aussi qu'ils étaient entrepreneurs eux-mêmes. Donc des retours ils en ont forcément des positifs. Et à partir de là j'ai dit ok on va améliorer ça. Puis après la semaine d'après il me dit que la personne en fait t'a dit les choses et qu'elle le voit, te m'ont écouté, concerné. Et là elle dit ok j'ai dit un truc, ça a matché, il l'a fait et ça va mieux. Et donc du coup elle se dit je vais donner de moi-même encore un peu plus parce que je sais qu'il va m'écouter, il va le faire. Et ça c'est bête, mais en fait on apprend à nos élèves à être coachables, mais il faut l'être aussi nous-mêmes, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment hyper important, c'est le fait de se remettre en question constamment, mais surtout aussi d'écouter les critiques, parce que ça peut blesser l'ego, tu vois. Mais c'est quelque chose qui est primordial, parce que qui mieux que votre élève peut juger votre cours. Donc ça va être vraiment demander du feedback, avoir du retour pour ensuite et oser des choses. Est-ce que toi tu oses des fois des choses que tu vas voir sur les réseaux ou ailleurs, des techniques, des méthodes, des compétences, tu te dis tiens je vais essayer ça, ou est-ce que justement en te nourrissant d'autres expériences tu dis tiens je vais apporter ça en plus en retour d'expérience. Moi c'est un truc quelque chose que je vois et qui est vraiment fort, c'est que pour moi c'est à deux en fait, c'est une danse, c'est un spectacle à deux, c'est toi et la personne que tu coaches. Et quand la personne des fois elle est pas très bien, puis que tu arrives à lui redonner un peu d'énergie et que tu vois qu'elle fait l'effort, moi je vois tout de suite ma posture et ma voix change sur le terrain. Je vais être plus entraînant, je vais tiens c'est cette balle là, c'est ça qu'on veut voir, continue, etc. Et en fait il y a une espèce de connivence d'énergie et pour arriver tous les deux au résultat final, mais on peut le faire que si la personne en face est capable de recevoir ça aussi. Je pense, et ça c'est vraiment un conseil primordial quand vous allez coacher ou quoi, parce que là je parle à tous les coachs, c'est vraiment de vous adapter à la personne que vous avez en face, d'être assez rentre dedans, mais d'avoir un côté très pédagogique du fait d'avoir eu du coaching sportif avant, etc. Et j'utilise un feedback qui est vraiment sous-estimé, c'est la vidéo. Et je l'utilise à chaque, que ce soit qu'importe qui je vais avoir. Je demande toujours bien évidemment son consentement. Mais de 1, ça me permet d'avoir du contenu pour après, pour juste en story à l'époque. Maintenant c'est un peu différent. Mais de 2, ça me permet de lui montrer vraiment. C'est factuel en fait. Vraiment comment il interagit avec la balle. Et en fait, à partir du moment où il y a la vidéo, il peut pas dire ok. Je pense que c'est vraiment les deux choses. C'est l'adaptabilité à la personnalité que tu vas avoir en face de toi. Et en fait, on est un genre que ce soit, tous les coachs, tous les coachs, mais plus au paddle parce que je pense qu'il y a un turnover assez impressionnant au paddle et c'est très rare de fidéliser une personne sur, je sais pas moi, 3, 4, 6 mois. Quand elle a appris un peu toutes ses bases, en général, elle va partir en partie, puis elle va revenir après peut-être. Et puis après, elle revient parce qu'elle dit ok, j'ai un plafond de verre là à dépasser. Donc, je pense que c'est les conseils que je pourrais donner à ce niveau-là. Tu touches un point qui est intéressant. Comment tu vas faire pour fidéliser? Tu disais il y a des personnes qui vont être très froides, vont être voilà, je viens, je t'envoie les balles et puis terminé, merci, bonne journée. C'est un peu, c'est mon métier. Puis toi, tu viens pour recevoir une prestation, puis pas plus. Tu parlais d'empathie tout à l'heure, c'est une valeur moi qui est déterminante et qui je pense qui est très importante pour un coach. Mais est-ce que tu vas être vecteur aussi de rencontres? Est-ce que tu vas organiser peut-être des événements, des tournois quand ils sont sur des parties, les mettre en relation? Est-ce que tu vas avoir un petit peu ce rôle central d'entremetteur, si je peux dire, parce que ça favorise aussi et on sait que ok, si j'ai une question ou une envie par rapport au paddle, je vais voir Monsieur Marcel et il me trouvera une solution. En gros, avoir ce côté un peu indispensable dans l'esprit des gens. Tu le marques avec ta marque, avec tes stories, avec le fait de rajouter de la crédibilité, des avis, etc. Est-ce qu'il y a aussi ce truc-là alors... ou autre d'ailleurs. En gros, on m'a très vite dit, continue comme ça, tu risques d'avoir un énorme réseau. Parce que, en fait... Pour expliquer aux gens, je suis coach de paddle à Dubaï, mais je suis aussi à Saint-Tropez l'été, où je touche encore une autre clientèle beaucoup plus VIP. Et ces deux-là,
quasiment la même demande et maintenant de plus en plus de stars, de plus en plus d'acteurs, de machin, de joueurs de NBA, machin, de joueurs de foot se mettent au paddle et donc du coup toutes ces personnes-là ont la même demande. Trouver des personnes du même niveau et faire des rencontres. Et maintenant, aux Émirats, c'est passé le sport le plus, c'est passé devant le golf en tant que sport networking. C'est le sport le plus joué au pays, c'est passé devant le foot. Donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Ouais. Et moi, cette année, je me suis rendu compte que plus de personnalités publiques se mettent au paddle, que ce soit américaines, anglaises, des personnes vraiment connues dans le top 20 mondial en niveau de fortune. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je vois et que du coup j'essaye de trouver une solution par rapport à ça. Et là actuellement on est sur le projet du coup Paddle Academy qui justement va essayer de contrecarrer un peu ce problème là pour deux raisons. Parce que alors attends, qu'est-ce que c'est que Paddle Academy? C'est quoi le projet? Donc Paddle Academy en gros c'est pour l'instant c'est un projet, c'est pas encore ouvert, ça va être ouvert dans quelques semaines, on est en train de travailler sur Dubaï. Non, pas sur Dubaï, à l'international. En gros, l'objectif c'est quoi? Tu rentres sur une plateforme avec un lien, cette plateforme va pouvoir te trouver des joueurs, du contenu, des tournois et des personnes avec qui tu vas pouvoir connecter par la suite. Une genre de marketplace, un panel de services et de produits spécifiques au paddle. Ouais. En gros, la personne sort de cette plateforme, elle est forcément meilleure en termes de connexion, elle est forcément meilleure en termes peut-être d'équipement, elle est forcément meilleure en termes de contenu, sur le terme paddleistique, etc. Ça, c'est le gros projet. Ça, c'est le gros projet sur lequel on travaille. On voulait l'ouvrir bien avant, mais plein d'interférences, etc. Et donc, du coup, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, on m'a dit que potentiellement, j'étais certainement la personne avec le plus gros réseau. Et donc, du coup, j'ai toujours eu ce truc de dire, vas-y, moi, je mets en contact un tel. Et en fait, la problématique que j'ai eue, c'est de rassembler des personnes dans un même club qui, forcément, m'appartient pas. Et donc, du coup, c'était plus compliqué que ce qu'on pense parce que Quels étaient les freins par rapport à ça? C'est qu'ils n'avaient pas l'habitude de jouer. L'occupation du terrain. Réservé, bloqué. Un même créneau pour toutes les personnes. Parce qu'en général, chacun a ses... Elles peuvent travailler, même si elles sont à Dubaï, elles ne travaillent pas sur la même tranche horaire. Des fois, elles travaillent avec la France. Si elles sont dans le trading, elles travaillent avec les États-Unis. Donc, c'est un peu délicat. Donc, il y a ça aussi. Et en tout cas, les entrepreneurs travaillent en général toute la journée. Donc, c'est un peu difficile de trouver. Donc, le problème du club est quelque chose de trop pondérant parce que le taux d'occupation à Dubaï est vraiment très exceptionnel. élevé. Donc, c'est entre 80 et 85% de taux d'occupation au niveau du terrain. Jour, soir, tout le temps. Parce que justement, c'est un melting pot de plein de nationalités. Et donc, du coup, toutes les personnes peuvent jouer à n'importe quelle heure. Par exemple, les entrepreneurs vont jouer peut-être le matin. Après, les salariés, peut-être fin de journée. Mais les entrepreneurs, ils peuvent choisir leur emploi du temps. Donc, ils peuvent jouer aussi, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Bon, on retrouve un peu plus ici, mais c'est pas forcément le cas puisqu'il y a plus de salariés qu'entrepreneurs. Donc il y avait ça aussi à mettre en place. Et donc du coup, là on a peut-être une solution, c'est qu'on a le club qui arrive, qui va permettre de... Un club que toi tu développes avec tes associés? Avec mes associés sur la marque Ace One, ces vêtements-là. D'accord. On n'a pas parlé encore d'Ace One. On n'a pas parlé encore. Mais donc du coup, je pense aussi que ça a été l'endroit qui a permis ça, par les connexions, etc. Et donc du coup, moi en fait, j'ai cherché longtemps à me dire comment je pouvais faire, etc. Mais c'était vraiment un gros casse-tête parce que il faut privatiser 2 terrains, 3 terrains, 4 terrains si tu veux faire un beau petit truc. Mais c'est compliqué en termes de logistique, en termes d'horaire, en termes de finances, etc. Comme solution, je vais monter un club. Donc, ce sera plus simple, je serai chez moi. C'était pas forcément le truc parce que moi je me voyais pas en tant que coach de paddle et gérant de club à coacher un peu à droite à gauche, mais plus de trouver une stabilité et de montrer quelque chose qui va correspondre à mes valeurs et donc du coup de créer quelque chose, une pédagogie qui va être transmise par les coachs qu'on va avoir après.
mais par le fait que moi, au début, j'ai tout seul. Oui. Puis après, c'est un peu que maintenant que je m'inspire un peu de ce qui se fait sur les réseaux. Oui. Mais j'ai essayé de voir en fait ce qui marchait pas. Puis aussi par rapport au feedback des clients, tu sais, ils me disaient, là avec ce coach, j'ai fait ça. Ah ouais, ok, pas mal, pourquoi? Et puis après, dans ma tête, je me dis, ok, il y a peut-être ça. Avec mes études de kiné, biomécanique, etc., j'ai aussi une autre approche. Donc ça m'a permis aussi d'avoir plein de variétés différentes sans forcément prendre beaucoup sur les réseaux. Ok, là on est mi-2025. Quelles sont les prochaines échéances, les prochains projets pour toi? On parle de Paddle Academy, on parle d'un club de paddle physique et tu nous parlais de la marque aussi, Ace One, qui vient s'ajouter à ton job de coach de paddle. Donc ça fait maintenant 1 an qu'on est lancé. Pareil, rencontre un peu inopinée, une personne qui cherche à monter une marque de paddle. J'ai coaché une personne qui s'occupait de faire scaler un peu la boîte. Puis la personne me fait rencontrer cette personne, ça match. On réfléchit au produit, mais c'était juste histoire d'eux. Après, on voit l'engouement qu'il y avait, on se dit ok. Et là, je mets ma touche aussi de kiné dedans. Pour ceux qui regardent, donc Ace One, c'est une raquette sablée sur toute la surface de la raquette avec des trous plus ou moins gros en fonction de si on est sur le centre ou la périphérie. Et il y a un système d'antivibration au niveau du grip qui vient un peu du fait de voir beaucoup de personnes se blesser et continuer à jouer au paddle. Donc moi je veux éviter le fléau sur lequel j'essaye de me battre, et c'est pour ça qu'on a trouvé des ambassadeurs en tant que coach. C'est vraiment d'éduquer les gens sur ça. Faire de la prévention. Sur le fait de ok, parce que tu vois Tapia jouer avec ça, que tu dois prendre cette raquette qui va te coûter déjà un bras, qui va déjà te coûter un bras, que ce soit au sens propre ou figuré, dont tu vas pas maîtriser peut-être les 40% de la capacité de la raquette, sachant qu'une raquette dure pas forcément très longtemps en fonction de là où tu es, mais plus de se dire ok, essayer d'éduquer vraiment vos élèves, se dire ok, ça sert à rien d'avoir la tenue parfaite, ça sert à rien d'avoir la raquette dernière génération, etc. L'objectif c'est vraiment de trouver une raquette qui vous correspond, et en tout cas qui est pas assez exigeante comme vous pouvez le penser, mais plus de prendre quelque chose qui est vraiment simple au départ, et puis après petit à petit, en fonction de si tu joues à droite ou à gauche, tu vas pas avoir besoin de la même raquette, et aussi de ton style de jeu, et aussi de ta puissance musculaire, de ton âge, de tout ça. Vous avez fait tester, tu parlais déjà tout à l'heure, avec quelque chose qui est important aussi, vous pouvez retenir ça en tant que coach, c'est tester les choses. Il y a des choses qui vont fonctionner, des choses qui ne fonctionnent pas. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, il ne faut pas avoir peur d'essayer et puis d'arrêter. Nous, quand on a passé notre formation, pareil, le coach nous disait, le formateur qui nous a formés nous disait, essayez des choses avec vos élèves. Si ça ne marche pas, restez pas dans le truc de peur de passer pour un abruti qui s'est loupé. Non, la session elle tourne pas comme je veux, j'ai pas le résultat que je veux avoir sur cet exercice, on coupe, on passe à autre chose. Faut pas avoir peur de se tromper, faut pas avoir peur d'essayer, faut pas avoir peur d'arrêter certaines choses pour mieux repartir sur autre chose. Là, dans la création de la marque et dans la création, tu parlais des raquettes, avec l'idée d'être un peu dans la prévention aussi et d'éviter les blessures. J'imagine que vous avez passé des tests. Concrètement, comment ça se passe? En fait, tu fais des protos, tu fais tester tes... Alors, en gros, on réfléchit un peu aux structures importantes d'une raquette. Moi, je voulais vraiment répondre d'avoir une raquette un peu polyvalente, etc. Et que, en fait, j'ai vu des personnes commencer le paddle 3 semaines après avoir un problème au coude. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut vraiment qu'on trouve une solution. Un peu en dessous du marché en termes de prix, mais parce que c'est aussi volontaire sur le fait qu'on veut attirer plus de monde sur ça, et que, mine de rien, maintenant, ça coûte de plus en plus cher, même en France. Les prix ont augmenté. On connaît la lubie un peu de toutes les marques pour le paddle. On connaît aussi les prix des terrains qui coûtent de plus en plus cher. Donc on voulait se faire connaître au début par les raquettes, mais au final on s'est rendu compte que par les vêtements et qui va suivre, etc., ça va être plus simple, mais que l'éducation continuera avec ça, parce que c'est quelque chose qui est super important, tu vois. Justement sur le fait de faire connaître la marque, tu disais que ça passait par le vêtement. Pourquoi? Parce que c'est un prix plus abordable, c'est quelque chose c'est plus consommable, ou c'est que sur les raquettes les gens vont aller vers une marque peut-être aussi? Ouais, parce qu'en fait on avait 2 problèmes. La première, c'est qu'on ne pouvait pas les faire parce qu'on n'avait pas forcément de shop où on était installé, etc. Où il faut déployer et qu'on beaucoup. n'était pas connu. On a commencé à lancer les premières raquettes en septembre. Moi, j'ai eu la chance de les faire tester à mes clients sur Saint-Tropez. Donc on a eu directement des feedbacks, mais c'était des personnes pas forcément très expertes dans le domaine. Mais ça a permis de voir, ok, ça va pas, le maintien de la raquette ça va pas, il y a trop fragile, etc., etc. Donc les premières raquettes qu'on a sorties, c'est pas du tout celles qu'on a mises en commercialisation en septembre. Et puis après, même durant l'année, on les a modifiées, tu vois. Sur les personnes qui ont pu avoir les premières raquettes,
raquettes, on n'a plus du tout la même sensation sur les raquettes maintenant. On a eu des retours, etc. À chaque fois qu'on a le service client, qu'on a des casses ou des trucs comme ça, on se demande ok, pourquoi il y a eu les casses à ce moment-là? Il y a 3 raquettes qui ont fait ça. Est-ce que c'est le joueur? Est-ce que c'est... Donc il y a ça aussi, tu vois. Et après, donc pour la fabrication, pour revenir à la fabrication, en gros, on a lancé un premier prototype, on a essayé de voir un peu, trop fragile, ok, on se dit pourquoi c'est fragile, on change ça, quelles composantes, etc. Puis après, petit à petit, c'est vraiment de l'affinage à chaque fois. Ouais, et après, Aujourd'hui, dans l'ordre de priorité, pour Monsieur Marcel 2025-2026, saison sportive, c'est quoi les choses qui vont s'enchaîner? L'avantage, c'est que toutes ces choses tournent autour du paddle et connectent les unes avec les autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi peut-être que tu as ressenti à l'époque où tu étais un peu multi-business et où finalement tu as tout raffiné. Ouais. C'est ok pour faire plein de choses, parce que si je fais qu'une seule chose, je vais m'ennuyer. Par contre, il faut que ce soit connecté sur une seule et même activité. Aujourd'hui, comment s'organise une journée en fait, et comment va s'organiser une journée demain de Monsieur Marcel? Voilà. Pour l'instant, déjà, ça va être retour à Dubaï, reprendre les repères, etc. Même s'il va faire un peu chaud, on sait pourquoi on y est. L'ouverture est prévue normalement. L'ouverture du club en septembre? Ouais. Excellent. Enfin, a priori, les dates sont pas encore ficelées, mais ça va être, en tout cas, ça va être avant la fin de l'année. Parfait. Les travaux ont déjà commencé. C'est un club, on parle de combien de pistes? On est sur 6 terrains. Ok, indoor, du top notch, quoi, forcément, top qualité. Ouais. Ok, très bien. Bon, je serais obligé de... Le reste, si vous êtes curieux de vous-même, par vos propres yeux, mais pour l'instant, faudra qu'on organise... que je peux donner. Faudra qu'on organise une visite à Dubaï, que je vienne t'interviewer sur la création d'un club. Ça sera top aussi, que ça a son degré de difficulté et d'étape, ouais, tout à fait. Heureusement que j'ai mes associés là-dessus. Okay. Faut savoir aussi connaître ses limites et c'est pas forcément mon domaine. Et c'est pour ça aussi qu'on est très bien à 3, parce qu'on est complémentaires sur énormément de choses. Moi je suis sur le terrain, eux ils sont en backup, un dans le marketing, un sur le côté commerce. C'est ce qui fait une bonne association, c'est que chacun ait sa place, chacun ait son rôle et puis que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour faire que le projet c'est pour ça que après 1 an, on commence à parler de nous dans des clubs, on commence à sponsoriser des joueurs, etc. et que là on va lancer les sacs prochainement, etc. parce que justement on a cet engouement, mais on a aussi ce nom qui commence à arriver petit à petit, de par peut-être mon branding aussi qui a fait que ça a permis de connaître un peu plus rapidement, avec des sphères un peu élitistes, etc. Mais aussi par tout le travail qu'on a fait en amont, et que parce que monter une marque, donc et encore moi je suis pas forcément celui qui est vraiment du côté marque, je suis plus du côté image, mais c'est parce que je suis sur le terrain et que du coup je peux pas tout faire. Chacun sa partie. Voilà. On est d'accord. Ok, donc ouverture de club, continuer à coacher, j'imagine aussi. C'est quelque chose qui est important pour toi, je pense. Et puis développer la marque et développer Paddle Academy. Donc là, sur toute la partie arrivée, et que les gens ressortent avec une valeur en produit physique, que ce soit en compétences ou en connaissances. Ouais, c'est ça. En gros, c'est certains privilèges à partir du moment où tu rentres sur la plateforme, que ce soit pour parler avec moi, que ce soit pour demander des conseils, etc. Soit avec les coachs avec lesquels on va travailler. Bon, vous avez bien compris, ça se passe à Dubaï, ça se passe avec Monsieur Marcel si vous voulez. Ce sera pas forcément à Dubaï, pas de l'académie, mais ok. Donc en gros, que tu sois en Guyane, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, en Belgique, et que tu veux chercher une partie, l'objectif c'est que tu trouves une partie avec des personnes avec qui tu vas connecter, avec qui tu vas passer un bon moment. Tu vas pouvoir peut-être garder le lien après par là. Donc, si vous passez par Dubaï, n'hésitez pas à aller voir ce monsieur. Donc pas de l'académie, on est bientôt 2000, c'est déjà un bon engouement, on a une bonne hype, donc voilà, petit à petit, ça fait quoi, un mois et demi qu'on a lancé le truc. Donc, donc c'est assez récent et assez rapide au final à prendre de l'engouement. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, beaucoup de valeurs transmises pour les personnes qui souhaitent être coach, que ce soit paddle ou autre finalement, parce qu'il y a un peu des similitudes dans le fait de coacher, sur ce côté empathique, sur ce côté à donner à l'autre, à toujours essayer de faire en sorte que la personne passe un bon moment et apprenne des choses et puis sorte grandie de cette expérience. Il y a aussi une expérience qu'on offre, quand Louis parlait tout à l'heure de venir et de donner des cours gratuits au début
début, puis passer du temps avec la personne. Quand on ramasse les balles, pareil, apprendre à la connaître et choses comme ça, bah, c'est toujours faire un pas de plus, un effort de plus et pas faire le ramasseur de balles, juste le lanceur de balles, parce qu'il y a des machines pour ça, donc vous les mettez et puis vous regardez les gens à côté et ça marche tout aussi bien. Non, on vient pour faire vivre aussi une expérience. Merci pour ce partage, pour que tu as pu nous apporter au cours de cette vidéo. Et puis ben voilà, si vous voulez en savoir plus sur les différents projets de Louis, n'hésitez pas, du coup c'est Monsieur Marcel sur Instagram. Et puis j'espère qu'on se reverra très bientôt. Et pour vous donner juste une idée, sur 3 mois, c'est 11 000 € d'investis, c'est peut-être 11 000 € de gagné, mais c'est surtout 11 000 € de perdu. Donc en gros, quand on fait la balance, on gagne 0. Mais je savais quoi je le faisais, donc si jamais vous avez un rêve ou une ambition et que votre environnement n'est pas là pour vous ou que justement vous doutez par rapport à ça, coûte que coûte, si vous mettez vraiment tout votre cœur à l'édifice, j'en suis sûr que ça va fonctionner. Et si vous avez besoin de conseils ou quoi, bah, contactez-moi sur Insta, ou ça me fera un plaisir de communiquer avec vous, parce que je suis passé par là, je sais ce que c'est. La première fois où j'ai mis les pieds à Dubaï, ma famille m'a un peu insulté, donc j'étais vraiment loin de m'imaginer ce qui se passe un an après, où bah, on sort un club, une marque, une académie en ligne, etc. Donc tous les rêves que vous avez, si vous êtes jeune encore en plus, c'est le moment. Donc voilà, Jérémy est la preuve aussi, il a travaillé avant, maintenant il est coach, il vit de sa passion, et travailler pour quelque chose qu'on aime faire, c'est rare et c'est dommage de le voir comme ça, mais c'est vraiment une aubaine de vivre de sa passion, ou en tout cas d'essayer de vivre de sa passion, parce que bah, maintenant c'est des personnes qui sont contraintes de travailler juste pour survivre, et c'est un peu malheureux. Donc moi j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous ont écoutés là pendant, je pense, bien 2 heures là, parce que j'ai un peu trop parlé, mais j'ai vraiment à cœur de partager ma vision des choses, qui n'est pas la bonne ou la vôtre, mais vraiment de faire quelque chose qui vous anime, parce que vous allez voir qu'une fois que vous êtes dedans et que vous voyez à quel point ça vous apporte personnellement, je peux vous assurer que vous dites ok, les étoiles se sont alignées, j'ai bien fait de souffrir pendant tout ce temps. Ça vaut le coup de faire des efforts. Ouais, voilà. Top. Donc c'était le petit mot On restera sur ça. Merci Louis. Merci Top. Jérémy.